en 1969. Une vague de découvertes macabres a bouleversé l'Australie. Les autorités ont découvert plusieurs corps de jeunes filles dans des conditions déplorables. Ce qui retenait le plus l'attention, c'était l'histoire derrière ces tragédies. Cette histoire impliquait un jeune garçon qui dissimulait sa perversité sous un visage à la fois mystérieux et séduisant. De plus, le meurtrier était lié à un amant et à un accident de voiture, qui allait jouer un rôle clé dans la résolution de l'affaire. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire des homicides de Truro. N'oubliez pas de liker cette vidéo et d'activer la cloche des notifications, car je vais tout vous raconter. Le 20 avril 1968, William Thomas et son frère marchaient dans une forêt proche de la route marécageuse, près de Truro, dans le sud de l'Australie. Lors de leur promenade, ils tombèrent sur un os de grande taille, qu'ils supposèrent être celui d'une vache. En rentrant chez lui, William rapporta sa découverte à sa femme Valda. Inquiète, cette dernière insista 2 jours plus tard pour qu'il retourne sur les lieux et examine cet os étrange de plus près. De retour sur place, William examina attentivement l'os. C'est alors qu'il remarqua qu'une chaussure féminine était attachée à son extrémité. En s'approchant davantage, il fit une découverte encore plus macabre. Une couche de peau humaine et des ongles vernis étaient encore visibles sur l'os. Pris de stupeur, William observa les alentours avec plus de soin et découvrit des vêtements tachés de sang, ainsi que d'autres petits ossements éparpillés. Traumatisé par cette scène sinistre, il contacta immédiatement la police, qui se rendit sur place pour isoler les lieux. La scène du crime s'avéra d'autant plus étrange que cette route était peu fréquentée, presque déserte. En d'autres termes, la découverte de ce corps par William relevait d'un hasard inattendu. Les lieux furent méticuleusement fouillés, bien que les alentours, recouverts de boue, limitèrent l'investigation. Quelques semaines plus tard, le corps fut identifié comme étant celui de Veronica Knight, âgée de 18 ans. Selon les enquêteurs, Veronica avait été vue pour la dernière fois le 23 décembre 1966, après s'être séparée d'une amie à la suite d'une journée de shopping. Étant donné que son corps était resté exposé pendant près de 2 ans, il fut presque impossible d'en déterminer la cause de la mort. Les autorités avancèrent cependant l'hypothèse qu'elle aurait pu se perdre et mourir de soif. Cette théorie, bien que fragile, fut acceptée comme la seule explication, et sa mort fut considérée comme un incident isolé. Cependant, près d'1 an plus tard, le 15 avril 1969, 4 jeunes qui marchaient le long de la même route marécageuse firent une découverte macabre similaire, un squelette humain. Il se trouvait dans une zone marécageuse ouverte, à environ 1 kilomètre de l'endroit où Veronica Knight avait été retrouvée. Le site fut à nouveau isolé, et grâce à quelques bijoux retrouvés sur place, les enquêteurs identifièrent les ossements comme étant ceux de Sylvia Michelle Pittman, âgée de 16 ans. La jeune fille avait été vue pour la dernière fois en décembre 1966 à la gare d'Adélaïde. Le superintendant Harvey, intrigué par la similitude entre les 2 cas, jugea ces disparitions suspectes et établit un lien potentiel entre elles. À cette époque, environ 3000 personnes étaient portées disparues dans le sud de l'Australie. Cependant, Harvey était convaincu que ces 2 décès n'étaient pas de simples coïncidences et qu'ils pourraient être l'œuvre d'un tueur en série. Une enquête de grande ampleur fut donc organisée, mobilisant 70 policiers. « Nous ne savons pas ce que nous allons trouver », déclara Harvey. « Nous cherchons des indices sur les meurtres des 2 jeunes filles découvertes, mais il est possible que nous retrouvions également les corps d'autres filles portées disparues. » Pendant 11 jours, les policiers fouillèrent minutieusement la région autour de la route marécageuse. Le 11e jour, ils mirent au jour 2 autres squelettes humains. Ils furent rapidement identifiés comme étant ceux de Connie Jordanidze, âgée de 16 ans, et de Vicky Rowell, âgée de 26 ans. Toutes 2 avaient été vues pour la dernière fois en février 1967. Le grand problème de cette découverte était que les corps avaient reposé là pendant tout ce temps, ce qui signifiait que le responsable était probablement loin d'être appréhendé. En raison du manque de preuves utilisables, les autorités ont demandé de l'aide au public. Ainsi, à la fin de mai 1969,
une femme nommée Angela s'est présentée au commissariat de police de Truro, où elle a déclaré qu'elle connaissait quelqu'un qui pourrait les aider dans leur enquête. La femme a raconté qu'en février 1967, lors des funérailles d'un homme nommé Christopher Worrell, un de ses connaissances, James Miller, lui avait confié qu'ensemble, ils avaient fait quelque chose d'horrible à plusieurs femmes. Avec un peu d'investigation, la police a découvert qu'Angela était en réalité Amelia, l'ex-petite amie de Christopher Worrell. Je n'avais que des soupçons, mais les soupçons ne suffisent pas pour aller voir la police. Je n'avais pas de faits, mais je soupçonnais que c'était vrai, a déclaré Amelia. D'après elle, James lui avait dit que les filles assassinées n'étaient que des chiffons et qu'elles ne valaient rien pour personne. Amelia a également rapporté que James lui avait dit ceci: « Si tu ne me crois pas, je vais t'emmener là où elles sont. Tu sais, ça devient pire. » Ça arrive de plus en plus souvent. Peut-être que c'était une bonne chose que Chris soit mort. Lors de son entretien avec les enquêteurs, Amelia a admis que, bien qu'elle souhaitât avoir contacté les autorités plus tôt, elle croyait que seul Christopher Worrell était le véritable tueur et que James n'était qu'un bouc émissaire. De plus, les enquêteurs ont découvert que James était un homme singulier, qui vivait de petits boulots pour obtenir de quoi manger et se loger. Cependant, 8 policiers furent envoyés pour enquêter sur lui. Lorsque James s'aperçut qu'il était suivi, il tenta de fuir, mais fut finalement arrêté le 23 mai 1969. Lorsqu'il fut emmené dans la salle d'interrogatoire, le sergent Glenn Laurie et l'inspecteur Peter Foster de la brigade des crimes graves décidèrent de tirer de James toutes les informations possibles. Dans les premières heures, James nia toute implication et affirma ne pas connaître Amelia. Mais lorsque les enquêteurs lui montrèrent une photo d'Amelia et Christopher ensemble, James ne put plus nier. Il répondit alors que si Amelia avait parlé, c'était probablement parce qu'elle manquait d'argent, étant donné qu'une récompense de 30 000 $ avait été offerte par les autorités pour toute information menant aux responsables des meurtres. En entendant cela, le sergent Glenn Laurie lui demanda « Croyez-vous vraiment à ce que vous dites ?» James répondit après une courte pause « Non, peut-être qu'elle a fait ce que j'aurais dû faire. Donnez-moi quelques minutes pour y réfléchir. » Après plus de 6 heures d'interrogatoire, fatigué et à bout, James céda enfin. Il raconta qu'il conduisait souvent avec Christopher à ses côtés et qu'ensemble, ils proposaient des trajets en voiture aux jeunes femmes. Il les emmenait ensuite pour une soi-disant « balade » qui se terminait souvent au centre de Truro. C'est là que Christopher agressait sexuellement et tuait les victimes. « Mais vous devez me croire, je n'ai rien à voir avec les meurtres réels, » dit James, presque suppliant. En réponse, le sergent Glenn Laurie supposa que James, amoureux de Christopher, l'avait aidé dans ses actes, probablement par dévotion ou peur. Calmement, James révéla enfin qu'il y avait encore 3 corps et qu'il pouvait montrer aux policiers où ils se trouvaient. À 22h30, Glenn Laurie et Peter Foster suivirent James à travers Truro, Portgauler et jusqu'à la décharge de Wingfield. À chaque endroit, il désigna un trou où se trouvait une fille. Bien que James nia toujours son implication directe, les enquêteurs, grâce à leur expérience, étaient convaincus qu'il avait aidé Christopher à maîtriser les victimes pendant les agressions. En préparant leur rapport et les procédures pour identifier les corps, les enquêteurs tournèrent leur attention vers les origines de James et comment il s'était retrouvé impliqué dans cette série de meurtres macabres. James Miller est né le 2 février 1940 et a quitté la maison très tôt. À l'âge de 11 ans, il a été retiré des rues et envoyé au centre de redressement pour garçons McGill, où il est resté un bon moment avant d'en sortir et de se mettre à voler pour survivre. Vers 1955, il a été condamné pour au moins 30 accusations de vol de véhicules, de cambriolage et de larcin. En 1972, à l'âge de 32 ans, James a pénétré par effraction dans un magasin d'armes, mais il a été arrêté et condamné à 3 mois de prison au centre pénitentiaire d'Adélaïde, en Australie. Jusque-là, il était évident pour les enquêteurs que James n'était qu'un criminel parmi tant d'autres. Cependant, ils ont découvert que c'est dans la prison d'Adélaïde qu'il avait rencontré Christopher Worrell,
alors âgé de 20 ans, qui attendait son procès pour une accusation de viol. À cette époque, James s'était déjà découvert homosexuel, bien qu'il fût loin d'être actif. Au cours de leur amitié, Christopher confia qu'il n'avait jamais connu son père et partagea également qu'il avait servi dans la Royal Australian Air Force. Lors du procès de Christopher, le juge l'a décrit comme un être humain dépravé et répugnant. Il a été condamné à 4 ans de prison pour l'accusation de viol et à 2 ans supplémentaires pour violation d'une ordonnance judiciaire. Après le procès, les 2 hommes ont été transférés à la prison de Yatala, où ils sont restés amis. Cependant, lorsque James a purgé sa peine de 3 mois et a été libéré, il a rapidement trouvé un moyen de retourner en prison. Cette fois, il avait été condamné à 18 mois pour avoir volé 4000 paires de lunettes vendues dans des hôtels autour d'Adélaïde. Environ 9 mois après sa libération pour cette dernière infraction, Christopher a finalement obtenu une liberté conditionnelle. À l'époque, James vivait avec sa sœur mariée et Christopher lui rendait souvent visite. Peu après, ils ont prévu d'acheter un appartement ensemble. Progressivement, leur relation est devenue plus intime. Christopher demandait à James de lui faire des fellations pendant qu'il lisait des magazines Playboy. James s'est rapidement rendu compte que Christopher n'était attiré que par les femmes, et ils sont finalement devenus plus amis qu'amants. Cependant, James avait du mal à gérer cette relation sous cette forme, car, durant toute sa vie, il n'avait jamais eu une relation amoureuse aussi forte ou proche. Pendant qu'il racontait ces informations aux enquêteurs, James a révélé que les meilleurs moments de sa vie avaient été lorsqu'il travaillait aux côtés de Christopher comme ouvrier généraux pour la municipalité de Henley. Mais il n'a pas manqué de mentionner que sa relation avec Christopher était étrange, car ce dernier avait souvent des accès de colère pour des choses insignifiantes, et James était souvent le seul à pouvoir le calmer. À cette époque, Christopher était au sommet de sa forme, âgé de 23 ans, et aimait conduire sa Valiant bleue et blanche de 1969. Curieusement, il n'aimait pas sortir seul et emmenait toujours James avec lui. Ensemble, ils se rendaient en voiture dans des endroits comme les gares ferroviaires où, grâce à la beauté de Christopher, il parvenait à convaincre ou séduire des femmes. Il les emmenait ensuite dans des lieux isolés où James partait marcher pendant que Christopher avait des relations sexuelles avec elle. Parfois, Christopher attachait même les filles, mais James n'a jamais imaginé que son ami commencerait à les tuer. En décembre 1976, les deux partageaient un appartement dans la ville de Geelong, où ils travaillaient pour les services publics. Chaque nuit, Christopher sortait chercher des jeunes filles, et James le suivait souvent. Parfois, James laissait même Christopher ramener une fille dans leur appartement, et ils dormaient dans la voiture. Jusqu'à la veille de Noël 1976, où la ville d'Adélaïde était animée par les familles faisant leurs achats de dernière minute. Cela signifiait également qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes dans les rues. Cette nuit-là, Christopher a demandé à James de prendre la voiture et de faire un tour pendant qu'il chasserait une fille. Après une longue nuit à conduire dans la ville, James a finalement retrouvé son ami devant l'hôtel Majestic, aux côtés d'une jeune fille nommée Veronica Knight, âgée de 18 ans. Apparemment, Veronica s'était perdue de son ami dans la foule et avait décidé de rentrer chez elle lorsqu'elle est tombée sur Christopher. Après avoir offert un trajet à Veronica, James a suivi la route pour la ramener chez elle. Mais à un moment donné, il a simplement bifurqué et s'est arrêté dans un endroit isolé. Christopher a forcé Veronica à monter à l'arrière de la voiture. Pendant ce temps, James est sorti marcher comme à son habitude. En revenant après environ une demi-heure, il a trouvé Christopher assis à l'avant et Veronica étendue, immobile, sur la banquette arrière. Avant que James ne puisse poser des questions, Christopher a dit qu'il avait violé et tué la jeune fille. James, furieux, l'a attrapé et a crié « Espèce d'idiot, tu veux tout gâcher ?» Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Christopher a sorti un couteau et lui a ordonné de le lâcher, sous peine d'être tué également. Après cela, Christopher a demandé à James de conduire jusqu'à la route marécageuse, et ensemble, ils ont jeté le corps. Il m'a demandé de l'aider à la transporter dans les buissons. Ses mains étaient attachées, il les attachait toujours, a conclu James. Le lendemain, la journée se déroula comme à l'accoutumée, mais James nota que Christopher semblait différent, plus heureux qu'à l'ordinaire. Moins d'un mois s'écoula,
et le 2 janvier 1967, il alla chercher Christopher au centre commercial Random. À peine arrivé, il aperçut son ami accompagné d'une jeune fille. C'était Tanya Kenny, une adolescente de 15 ans. Christopher expliqua qu'il allait l'emmener chez sa sœur pour lui remettre des vêtements. Arrivé à destination, James attendit dans la voiture pendant que les deux entraient dans la maison. Un moment plus tard, Christopher revint, demandant son aide. Quand James entra, ses yeux furent immédiatement attirés par Tanya. Elle était encore habillée, mais il était clair qu'elle était morte. Une dispute éclata entre les deux hommes, mais une fois de plus, James n'agissait pas autrement. Le corps fut laissé de côté jusqu'à la nuit, moment où ils retournèrent à Wingfield et l'enterrèrent dans une fosse peu profonde. Après cet acte, James conseilla à Christopher de consulter un médecin. « Tuer des jeunes filles, ce n'est pas normal », insista-t-il. Christopher, cependant, resta totalement indifférent. La vérité était que James aurait pu arrêter tout cela et aller à la police, mais il n'envisagea jamais sérieusement cette possibilité. Le 21 janvier 1967, Juliette Mikita, âgée de 16 ans, vendait des bijoux dans un stand de rue en ville. Elle passa un appel à ses parents, les informant qu'elle rentrerait un peu plus tard. Peu avant 21 heures, elle termina ses ventes et se dirigea vers l'arrêt de bus. C'est alors que Christopher et James passèrent près d'elle et lui offrirent une balade. La jeune fille accepta. Ils l'emmenèrent ensuite dans un endroit isolé sur la route de Port Wakefield. Cette nuit-là, James affirma qu'il ne se doutait de rien, mais une tension sourde semblait imprégner chaque moment de cette nuit fatidique. Lorsqu'il quitta la voiture pour marcher, il entendit des cris. En se retournant, il vit la jeune fille ouvrir la porte avant de recevoir un coup de pied qui la fit tomber. Christopher sortit ensuite du véhicule, retourna la jeune fille avec son pied, puis s'agenouilla sur son ventre pour l'étrangler. Selon James, il tenta de l'arrêter, mais il semblait y avoir une force irrésistible en Christopher. À la fin de la nuit, ils transportèrent le corps jusqu'à une ferme abandonnée près de Truro, où ils le recouvrirent de branches et de feuilles. Le 6 février 1967, Sylvia Mitchell Pittman, âgée de 16 ans, attendait un train à la gare d'Adélaïde. Elle rencontra James et connut le même sort que les victimes précédentes. Le lendemain, James et Christopher ne se parlèrent presque pas. Quand James alla chercher Christopher dans un bâtiment postal à Adélaïde, il le vit avec Vicky Hollow, âgée de 26 ans. Quand elle monta dans la voiture, James espéra intérieurement qu'elle ne serait pas tuée. Cependant, lorsqu'il s'arrêta pour uriner et revint, elle avait été assassinée. Le sort était le même. James questionna son ami, lui demandant pourquoi il devait toujours faire cela, mais Christopher resta silencieux. Le corps de Vicky fut laissé près de la route marécageuse de Truro, sous quelques feuillages. 2 jours plus tard, le duo traversa le centre d'Adélaïde et aperçut Connie Iordanide, âgée de 16 ans, souriant à elle-même. James s'arrêta et Christopher lui demanda si elle souhaitait une balade. Quand Connie s'assit entre les deux hommes, elle avait, sans le savoir, signé son destin. Ce fut l'attaque la plus violente, car Connie lutta désespérément pour sa vie. Cependant, elle finit par être violée et étranglée. Quelques jours plus tard, Deborah Lamb, âgée de 20 ans, se promenait lorsqu'elle fut arrêtée par les deux hommes. James déclara qu'il pouvait l'emmener à la plage de Port Gawler. Une fois arrivé, James laissa Christopher seul avec Deborah. Lorsqu'il revint, il vit Christopher recouvrir un grand trou dans le sable. Une semaine après le dernier meurtre, James conduisait avec Christopher et Deborah Scouse, l'ex-petite amie d'un de leurs amis communs. Ils décidèrent d'emmener Deborah à Mount Gambier pour se changer les idées. Les premiers moments furent bons, mais Christopher devint de mauvaise humeur et insista pour retourner à Adélaïde. Pendant le retour, Christopher conduisait de manière imprudente. Deborah s'inquiéta et lui demanda de ralentir. Une dispute verbale éclata. À cet instant, en raison de la vitesse élevée et de la dispute, Christopher envahit la voie opposée. Pour éviter une collision frontale, il jeta la voiture sur l'accotement, où un pneu éclata, et la voiture fit plusieurs tonneaux avant de s'arrêter. Avec les 3 personnes éjectées du véhicule, l'accident fut observé par de nombreuses personnes qui constatèrent que 2 d'entre elles étaient déjà mortes. Par chance, James survécut avec seulement une blessure à l'épaule et fut emmené à l'hôpital en état de choc. L'homme mit du temps à accepter qu'il avait perdu son meilleur ami et une amie. Lors des funérailles, James parla avec l'ex-petite amie de Christopher, Amelia.
et lui raconta l'histoire des meurtres. Cette histoire fut gardée secrète par la femme jusqu'à ce que, 2 ans plus tard, plusieurs corps commencent à apparaître dans les journaux. Elle décida alors de raconter l'histoire. Durant cette période de perte, James avait déménagé dans un autre endroit où il vécut une vie misérable, et il est probable qu'il n'aurait jamais parlé des crimes brutaux que Christopher avait commis de son vivant. Entre guillemets, James déclara « Je sais que cela peut sembler insensé après tout ça. Je ne défends pas le meurtre. Je crois vraiment en la peine de mort, œil pour œil. Mais croyez-moi, je ne voulais pas faire partie de cela. C'était comme un cauchemar. Chaque fois que nous emmenions une de ses filles, je ne savais pas ce qu'il comptait faire. » À la fin de ce récit, Glenn Laurie et Peter Foster savaient que ce n'était pas la meilleure conclusion qu'ils pouvaient espérer, mais au moins, c'était une certaine forme de justice. Le procès de James eut lieu en février 1980, lorsqu'il plaida non coupable. Cependant, le procureur déclara que James Miller et Christopher Worrell avaient commis les meurtres ensemble. Le procureur principal, B.D. Janice, affirma que, bien que James prétendit ne pas avoir participé au crime, le témoignage d'Amelia indiquait qu'il avait qualifié les jeunes filles de chiffons, ce qui montrait qu'il ne se souciait pas d'elles. Entre guillemets, il déclara « Vous ne saurez jamais la vérité, mais ne doutez pas qu'elle est horrible. » Ces jeunes filles ont été assassinées parce qu'elles allaient pointer du doigt le jeune homme qui les avait ligotées et abusées sexuellement. Elles auraient également pu pointer du doigt l'homme plus âgé qui a ignoré leur détresse et leur terreur. Si un homme aide un autre en l'emmenant dans un endroit où une fille sera violée et tuée, alors il est coupable de meurtre également, conclut le procureur. L'avocat de la défense, quant à lui, répondit « Il attendait simplement Christopher. Il n'y avait pas de projet commun pour lui. » James s'est retrouvé confronté à l'un des plus vieux dilemmes relationnels du monde, être impliqué dans la transgression de quelqu'un d'autre. Il était pris dans une toile de circonstances. Bien que James Miller admette avoir mal géré la situation, il affirme qu'il n'est pas un meurtrier. Lors du procès, le Dr Manock, directeur de la pathologie médico-légale à l'Institut des sciences médicales vétérinaires, déclara qu'il était possible que Deborah Lamb ait été enterrée vivante. La jeune fille avait été étranglée avec une paire de collants enroulés 7 fois autour de sa bouche et de sa mâchoire. Les détails choquants de ce meurtre laissèrent le jury horrifié alors qu'il se préparait à rendre son verdict. À la fin du procès, le 12 mars 1980, le jury déclara James Miller coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre, mais l'acquitta pour le premier meurtre, celui de Veronica Knight. Selon le jury, James ne pouvait pas prévoir le premier meurtre, mais il aurait pu sauver la vie des 6 autres jeunes filles. La sentence finale fut 6 peines de prison à perpétuité. En 1984, James entama une grève de la faim de 43 jours, affirmant que Christopher Worrell était son meilleur ami. Il déclara « S'il n'était pas mort, peut-être que 70 jeunes filles auraient été tuées, et je ne l'aurais jamais dénoncé. » En 1989, James exprima son espoir d'être libéré. Mais l'année suivante, le juge en chef Don Doyle de la Cour suprême d'Australie méridionale déclara que James devait purger au moins 35 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Cependant, avant que ces 35 ans ne s'écoulent, le 21 octobre 2008, James Miller, âgé de 68 ans, mourut d'une insuffisance hépatique. À l'époque, il était considéré comme le plus ancien prisonnier de l'État. Il souffrait également d'un cancer de la prostate et d'un cancer du poumon. Plus tard, le criminel révéla qu'avant d'être incarcéré, il continuait à visiter les tombes de Christopher et de Deborah Scuse. Sur le mémorial de son ancien compagnon, James écrivit « Christopher Worrell, souvenir d'un ami très proche qui est mort il y a 12 mois. Ton amitié, ta considération et ta gentillesse resteront toujours gravés dans ma mémoire. Compagnon, que vient-il après la mort? Je peux attendre tout en priant pour te retrouver un jour. » Par la suite, le professeur de criminologie Paul Wilson déclara que Christopher Worrell suivait un chemin encore plus dévastateur, s'approchant du comportement d'un tueur en série prolifique et qu'il aurait pu facilement atteindre un nombre de victimes encore plus élevé. D'une certaine manière, sa mort tragique avait été une forme de justice naturelle. Aujourd'hui, Christopher Worrell est considéré comme un tueur en série psychopathe et sexuellement sadique. Il a même été surnommé le BTK australien,
en référence au tristement célèbre tueur en série Dennis Rader, alias BTK.